fête parce que notre président a eu la victoire. Il a fait le chaos. Donc on est très contents. Une victoire par chaos. Comme prévu, Patrice Talon a été réélu dès le premier tour à la tête du Bénin. Opposé à des candidats quasiment inconnus, il a raflé plus de 86% des voix. L'homme d'affaires, accusé d'avoir engagé son pays dans un tournant autoritaire, a aussitôt promis de punir les responsables des violences préélectorales dans le centre du pays. Pas de surprise attendue non plus au Tchad, où les premiers résultats ne seront connus que le 25 avril. Le président sortant, Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, avait réussi à écarter ses rivaux les plus dangereux. Convaincu de sa victoire déjà écrite, une partie de la population a-t-elle boudé les urnes? Le véritable enjeu de cette élection, c'est la participation, qui n'est toujours pas connue non plus. L'opposition la plus dure, qui avait appelé au boycott du scrutin, assure avoir été entendue. Nous avons obtenu ce qu'on voulait. Les Tchadiens n'ont pas voté. Les Tchadiens n'ont pas élu Déby. Il en fera ce qu'il voudra. Nous savons quels sont les résultats réels. Nous savons que le peuple tchadien l'a unanimement rejeté. À Djibouti, là les résultats de la présidentielle sont définitifs. Ismaël Omar Guelleh, au pouvoir depuis 22 ans, a été réélu avec plus de 97% des voix. C'est son score le plus élevé après 4 mandats marqués par un exercice autoritaire du pouvoir, mais aussi par un développement de l'économie, reposant notamment sur l'essor des ports de ce petit pays stratégique situé aux confins de l'Afrique et de l'Arabie. Arrivée des premiers vaccins contre le Covid-19 au Cameroun, 200 000 doses Sinopharm en provenance de Chine. La vaccination est désormais en cours dans 45 pays africains. Mais l'AstraZeneca y joue un rôle central car il représente la quasi-totalité des doses distribuées dans le cadre du programme COVAX, destiné à assurer aux pays pauvres l'accès au vaccin. Et les craintes liées à ces effets secondaires attisent un scepticisme déjà bien répandu sur le continent et alimenté par la désinformation sur les réseaux sociaux. Ici, au Sénégal, le gouvernement a dû revoir sa stratégie puisque les personnes prioritaires ne se bousculent pas dans les centres de vaccination. Il en a ouvert les portes à tous ceux qui en font la demande, même s'ils n'ont que 20 ans ou s'ils sont étrangers. Les priorités restent les priorités, mais si les priorités ne se présentent pas, ou bien on risque de perdre des doses, mais on vaccine les autres cibles. Perdre des doses, le Sénégal fait donc tout pour l'éviter. Mais au Malawi, c'est trop tard. Plus de 16 000 ont atteint leur date de péremption sans trouver preneur. Ces 16 000 doses de vaccins qui ont expiré seront incinérées. Et nous essaierons de le faire en public pour que les gens sachent qu'elles ont bel et bien été détruites. Les autorités de santé africaines espèrent vacciner au moins 20% des plus d'1 milliard d'habitants du continent d'ici à la fin de l'année. Sur fond de pandémie, c'est un deuxième ramadan, pas comme les autres, qui a débuté pour les musulmans du continent africain. Ici en Tunisie, le gouvernement a dû faire marche arrière juste avant le début du mois de jeûne. Face à une levée de boucliers, il est revenu à un couvre-feu à 22 h au lieu de 19 h. Au Sénégal, cette mosquée de Dakar, l'une des plus grandes d'Afrique de l'Ouest, était fermée l'an dernier. Mais cette année, elle peut accueillir les fidèles, les principales restrictions sanitaires ayant été levées dans le pays après les violentes émeutes de début mars. Le Ramadan 2020, on n'a pas pu faire cela. Donc on peut dire que c'est la première année, depuis l'ouverture de la mosquée, que nous commençons vraiment à faire ces prières nocturnes du mois de Ramadan. Alors vous avez vu le monde qui était vraiment pressé d'accomplir ces actes de dévotion. Au Nigeria, ce ramadan sera particulièrement éprouvant pour les familles dont un enfant a été enlevé. Fatima fait partie des 39 élèves kidnappés il y a un mois dans un lycée de Kaduna. Ce ramadan que nous allons entamer maintenant sans elle, sans Fatima, pas seulement moi, mais toute la famille, on se sent mal. On se sent mal.
Les autorités nigérianes ont interdit toute négociation avec les ravisseurs. Les familles des élèves dénoncent leur cruauté. Le père de Fatima est mort peu après son enlèvement. Pour son fils, c'est sûr, c'est le chagrin qui l'a tué. C'est l'un des quartiers historiques de Soweto. Habituellement, des dizaines de milliers de travailleurs empruntent chaque jour cette voie ferrée. Mais aujourd'hui, plus aucun train ne s'arrête ici. C'était comme si des gens s'étaient battus ici, comme s'il y avait eu une guerre civile. Une guerre, vraiment. On a l'impression que des bêtes sauvages ou que des soldats se sont battus ici, parce que tout est détruit. La gare n'est plus qu'une carcasse vide. Elle a été pillée pendant le confinement il y a un an, qui en Afrique du Sud a été l'un des plus stricts au monde. Ici à Pretoria, les quais ont été éventrés pour voler les câbles de cuivre enterrés. Pour la PRASA, la compagnie publique des chemins de fer sud-africains, les pillages ne sont pas une nouveauté, mais ils ont atteint une ampleur sans précédent pendant le confinement. 80% des gares ont été vandalisées. C'est un immense défi de tout réparer. Ça va coûter des milliards de rands de tout réparer. Des milliards. Sans câbles, sans rails et sans gare, une bonne partie du réseau urbain est inutilisable. Et ces trains flambant neufs attendent donc dans un entrepôt. Avant l'épidémie, les chemins de fer sud-africains s'étaient lancés dans un ambitieux plan de modernisation. Ils ont signé avec cette usine un contrat de près de 3 milliards d'euros pour la fabrication de 600 rames d'ici 2030. C'est l'un des plus gros investissements dans le pays depuis la fin de l'apartheid. La plupart de nos ouvriers ici n'avaient jamais fait ça. Donc vraiment, c'est quelque chose dont je suis très fier. Qu'en 3 ans dans cette usine, on ait réussi à produire 25 trains. Installée à 50 km de Johannesburg, cette usine Gibela est née d'un partenariat entre 2 entreprises sud-africaines et le français Alstom, numéro 2 mondial du rail. Elle est déjà la plus grande usine ferroviaire du continent. Avec ce contrat, elle se vante de devenir la plus rapide au monde. Il y a 1 an, nous livrions un train tous les 2 mois. Aujourd'hui, c'est 3 trains par mois. Donc, nous avons multiplié notre cadence par 6. Le gouvernement a déjà expédié 16 rames au Cap et à Durban. Ce qu'on appelle les trains du peuple sont désormais tout confort avec le Wi-Fi.